souhaite la bienvenue à la 6e édition de la Semaine du cidre. Je me rappelle, il y a 7 ans, quand j'ai approché l'idée aux producteurs dans notre conseil d'administration avec mon petit PowerPoint, puis je rappelais aux producteurs à quel point ça pourrait être intéressant de faire une semaine du cidre. Puis tous les producteurs me regardaient en disant encore plus de job, encore plus de travail, encore plus. Puis on en a toutes énormément dans notre cours, mais je tiens vraiment à féliciter tous les producteurs qui s'y impliquent. Ça fait toute la différence. On a cette année une programmation d'une centaine d'événements, ce qui est énorme. Toute la programmation est disponible sur semaine-du-cidre.com. Puis, je tiens à aussi remercier tous les restaurants, les détaillants. La SEQ, non, la SEQ participe pas cette année. Les bars. Ensuite de ça, un énorme merci au Darling qui, comme à chaque fois, nous accueille aussi bien puis nous permet d'avoir autant de plaisir jusqu'à des fois tard le soir. Sinon, c'est ça. Je vous rappelle qu'on est filmé. Donc, ici, il ne faudrait pas passer. Et puis, tenter d'avoir un certain silence pendant le panel qui s'en vient. Donc, je remercie aussi Aliments du Québec, qui est cette année un partenaire principal pour nous. Puis, je vais laisser la parole à Isabelle là-dessus. Merci. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir dans ce superbe resto en plus que j'avais jamais vu encore. Merci Marc-André aussi pour l'introduction. C'est un plaisir de collaborer avec Cidre du Québec en tant que partenaire de la 6e édition de la Semaine de cidre. On est fiers d'être partenaire de l'événement parce que le cidre, c'est un fleuron québécois. On peut le consommer tout au long de l'année, puis en plus, c'est vraiment bon. Puis moi, je redécouvre les cidres ce soir. Vraiment, j'avais pas vu l'évolution des dernières années. Je suis une fan de vin nature, puis là, je suis vraiment une fan de cidre comme ça. Là, c'est vraiment agréablement surprise. Nous, chez Aliments du Québec, on a 19 entreprises producteurs ou transformateurs de cidre pour un total de 115 produits. Donc, vous êtes bien représentés chez nous. Et puis, ce genre d'initiative-là, d'être commanditaire d'un événement comme celui-ci, c'est un nouveau rôle qu'on a chez Aliments du Québec, de donner un effet de levier aux campagnes existantes entourant l'achat local pour maximiser les impacts de tout le monde, de toute l'industrie, que ce soit les fédérations, les associations, les tables de concertation. On travaille tous dans le même sens, donc de pouvoir de mettre un repère qui est connu par 8 consommateurs sur 10, les logos d'Aliments du Québec, puis de donner un effet de levier à des campagnes comme ça. Je pense que c'est gagnant là, pour à la fois nous et puis les différentes associations. Donc, ça fait 25 ans qu'on fait la promotion et l'identification des produits d'ici. On a aussi, depuis quelques années, le programme Aliments du Québec au menu pour les restaurants et les institutions qui mettent au menu les produits québécois. Et puis, le but de ça, c'est que le consommateur puisse consommer local partout en tout temps. Et puis, on est rendu à plus de 700 établissements qui s'engagent à avoir un approvisionnement local de plus de 60% d'ingrédients québécois. Et puis, certains d'entre eux vont participer à la programmation comme chez Victoire jeudi prochain, la Maison Boire de Granby qui a été notre grand gagnant du prix restaurateur Aliments du Québec au menu l'an passé. Quand on regarde la programmation, c'est tout à fait à l'image du renouveau qui anime l'industrie présentement. Je pense qu'il y a vraiment un élan là, pour la consommation locale. C'est varié, c'est innovant, c'est plein de surprises et ça illustre bien l'innovation et l'esprit entrepreneurial qu'on connaît au Québec. À travers les dégustations, vous allez pouvoir profiter aussi de quelques produits soigneusement offerts par nos adhérents dans votre sac cadeau qui va très bien se déguster avec des cidres. Donc, on a le saucisson 1546, les pacanes à l'érable de l'entreprise La Noix d'érable et puis des carrés craquants de la marque Rebond. Donc, je vous invite à découvrir les cidres ici pendant cet événement. Vous les connaissez bien, je pense. Il y en a pour tous les goûts, directement chez les producteurs, les détaillants et puis évidemment au restaurant. Et puis tout ça dans un seul but, c'est de faire rayonner les produits d'ici au profit de l'économie québécoise. Là. Comme je dis, on travaille tous dans le même sens. Félicitations à toute l'équipe pour cette belle programmation qui va se déployer partout au Québec. Et puis, je passe maintenant la parole à Mathieu Beauchemin, producteur au domaine Nival, qui animera le panel sur les cidres sur Mar. Je vous souhaite une belle soirée. Merci.
Bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, j'ai lancé l'invitation à ces 4 comparses cidriculteurs, moi, vigneron. Je les ai invités à faire un petit panel pour jaser de quelque chose qui est pas mal dans l'air du temps, donc les Cides-sur-Marne. Donc, c'est quand même chouette qu'un vigneron et cidriculteur s'allient pour jaser de ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir entre nous une petite discussion pour vous permettre de mieux comprendre cette tendance. C'est dans les une, là, dans le cidre au Québec actuellement. Donc, il y a 3-4 ans, je pense que les Cides-sur-Marne, ils ont commencé à avoir pointe des collaborations pommes, raisins. Et puis là, tout d'un coup, en l'espace d'1 an ou 2, tout le monde se met à faire du Cide-sur-Marne. Le vin québécois a le vent dans les voiles. Le cidre du Québec a le vent dans les voiles. Puis là, on met tout ça ensemble et on fait un espèce de produit hybride croisé entre les deux. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'explorer un peu d'où vient cette tendance-là. Qu'est-ce que c'est un Cide-sur-Marne? On va jaser quand même un peu de technique aussi, technique de production, et de parler du futur, de voir où ça s'en va, cette idée-là. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester? Donc, je vais, avant de vous présenter tout le monde, je vais juste quand même prendre le temps. Il y a plusieurs cidriculteurs qui sont pas sur le panel, malheureusement, mais qui sont là. Il y a quelques Cides-sur-Marne qui étaient en dégustation. Je vais essayer de pas oublier personne, mais il y a la cidrerie Cryo qui est là avec un Cide-sur-Marne. Il y a Compton qui est là. Il y a les sites de sommelier nordique en collaboration avec Milton. Il doit y avoir des choses d'Hemingford aussi. Je veux pas là, j'essaie de voir qui j'oublie. Cédre Intrus qui est là aussi avec ses Cides-sur-Marne. Equinox aussi. Il y a la capsule temporelle qui a du cidre, mais pas de marc, mais ça viendra. J'espère que j'oublie personne, mais bref, plusieurs producteurs, c'est un peu pour vous montrer qu'il y a quand même plusieurs producteurs qui se lancent dans et pour plusieurs, c'est soit une première fois ou une deuxième fois avec des Cides-sur-Marne. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Sur le panel, on a Fred Legal du Chemin des Sept. On a Pauline, rappelle-moi ton nom de famille. Massera. Donc, de Cidre Sauvageon. Sam Chevalier, que certains connaissent comme chez Eunopol, mais qui n'est plus chez Eunopol et maintenant chez Fleury, Alma qui devient Fleury. Donc voilà. Et Marc-Antoine Lanier chez Milton. Donc, quand même, ça va être intéressant de discuter avec vous. Je vais vous laisser le temps de vous présenter un peu, mais vous représentez tous des modèles de cidrerie assez différents, des tout petits installés à Montréal, des gens qui rachètent des vergers familiaux, des gens qui sont là-dedans depuis longtemps. En tout cas, donc tout le monde arrive d'un chemin différent. Ça va être intéressant de voir les perspectives de tout le monde. Je vais vous laisser prendre comme 2 minutes chacun pour juste vous présenter vite. Tu sais, vous êtes qui? C'est quoi votre cidrerie? Puis qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant en Cides-sur-Marne? Donc, sans aller trop dans les détails de l'historique de Papa fondé et tout ça, mais juste qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous faites en Cides-sur-Marne? Tu veux que je commence? Bon, OK. En fait, je suis Marc-Antoine Lanier. J'ai repris l'entreprise familiale. En fait, je me suis intégré dans l'entreprise familiale il y a une 20aine d'années. J'ai commencé à faire du cidre il y a une 20aine d'années d'une façon plutôt le plus puriste possible, à partir de pommes seulement. Pour moi, rajouter d'autres fruits, d'autres intrants, il devenait un petit peu un péché. Puis aujourd'hui, c'est bizarre, je siège sur un panel qui a aucun lien avec tout ça. C'est juste pour dire à quel point ma vision a évolué au cours des années par rapport à la vision du cidre. Fait que, tu sais, aujourd'hui, Milton, peut-être que vous connaissez déjà, vous avez déjà dégusté, mais c'est une entreprise qui a 80 employés. On a 52 hectares de vergers. On a implanté, il y a potentiellement une dizaine d'années, des pommiers avec des variétés spécifiquement à cidre. Puis aujourd'hui, on en récolte enfin des pommes. Puis on multiplie aussi les arbres pour grandir nos surfaces de pommiers à cidre. Puis c'est ça, mais on est établi à peu près dans tous les secteurs d'activité du cidre qui est possible, là, du prêt à boire
d'entrée de gamme, aller jusqu'aux aux produits beaucoup plus de niche, dont les produits avec mort. Puis, dans notre cas, la collaboration avec les sites sur mort est venue de Steven, qui nous a approché une belle journée. Puis je commence tout de suite là-dessus ou tu poses une question plus tard? Non, vas-y. Parfait. En fait, je veux savoir, c'est ça, ça va bien s'enchaîner, mais ce que vous faites en site sur mort, puis depuis quand vous le faites? Oui. Ben, en fait, c'est Steven et Elisabeth qui m'ont généreusement invité sur leur patio à manger un très bon repas. Puis, parallèlement à ça, il y avait une invitation à collaborer avec eux dans leur projet. Puis, leur idée de départ, je la trouvais super intéressante parce qu'elle reposait pas juste sur Milton, elle reposait sur une espèce de collaboration entre plusieurs cidriculteurs. Puis, entre autres, dans le fond, François, chez Mingford, collabore aussi avec la marque nordique pour faire des sites sur mort. Fait que dans tout ça, l'esprit était un esprit collaboratif à lancer plusieurs produits et l'esprit aussi collaboratif pour joindre les producteurs de raisins un peu partout à travers la province. Fait que moi, vraiment, c'était une idée qui me plaisait. Fait que Jonathan aussi, notre maître de chai, avait tout à apprendre à ce niveau-là. Fait que on trouvait aussi une super belle opportunité qui puisse grandir dans ces types de collaborations-là. Donc, c'est la première année où vous faites du site sur mort. Exactement. Okay. On a fait beaucoup d'autres fruits, beaucoup d'autres jus, beaucoup d'autres intrants. Parce que je disais que j'étais puriste, mais ça fait probablement plus qu'une dizaine d'années qu'on utilise autre chose que la pomme dans nos produits. Cool, merci. Sam? Allô? Donc, moi, je suis... Oui, allô? Je vais le prendre, je pense. Donc, moi, j'ai pas encore officiellement commencé chez Fleury, mais comme Pauline et Mathieu, moi, je viens vraiment du monde du vin. J'ai une formation Vitueno que j'ai faite il y a une quinzaine d'années en Bourgogne. Donc, moi, c'était quelque chose de très naturel de baigner dans le monde du vin, on va dire. Puis, je reprends ça tranquillement là, chez Fleury, anciennement Alma. Et Fleury Alma, ça a été créé, en fait, il y a 5-6 ans là, maintenant, par Julien Niquet et Justine Terrien, dont Julien vient clairement de l'univers de la bière. Donc, l'idée de recettes ou en tout cas d'ajout dans un canevas X, qui est là le cidre, mais qui était le grain à une autre époque, c'était vraiment très naturel, je pense, pour eux de le faire. Il y a aussi le fait que ils sont aussi propriétaires d'un vignoble, quand même un vignoble relativement important, donc pour le Québec en tout cas, qui fait 7 hectares et demi. Donc, on a une matière première aussi qui est là. Donc, c'est un déchet pour certains, mais pour nous, ça peut devenir quelque chose de vraiment intéressant qui ajoute des couches finalement de complexité à notre produit, puis qui fait c'est ça, je pense que c'est quelque chose de très plaisant, fun et diversifié. Donc, c'est un peu ça. Il y a plein d'autres. Nous, on le fait aussi pur, on le fait avec d'autres sortes de fruits en assemblage. Donc, c'est toujours un peu la force d'Alma, c'était toujours au-dessus Fleury. Ça a toujours été ça, l'idée d'assemblage sur des années avec des variétés de pommes, avec des variétés de fruits, avec des cidres qui ont été vinifiés, cidrifiés différemment aussi. Ça doit faire déjà quoi, au moins 3-4 ans que Alma. Je pense que la deuxième année, c'était déjà. Ouais. Il y avait déjà. Et il y a sûrement presque une dizaine d'itérations de cuvées, assemblages qui ont été faites. Exactement. Fait que les assemblages. Merci Mathieu de mentionner ça, c'est vraiment très sympathique de ta part. Donc, l'idée d'assemblage, c'est vraiment ça aussi, c'est de prendre un paquet de choses qui goûtent bien ensemble, puis finalement de le sortir, puis c'est une fois comme ça. Après, il y a des assemblages, la version numéro 2 ou 3 qui ont existé par la suite parce qu'on a aimé l'idée, mais il y a aussi l'espèce de spontanéité qu'un assemblage, ça peut être juste une fois, puis that's it, on ne le revoit plus jamais. Donc, il fallait être là quand ça s'est passé. Puis voilà, c'est un peu ça notre vision de la chose, toujours dans l'idée que ce soit sec. Donc, on fait tout ça sans sucre résiduel, en fermentation spontanée aussi. Et sans SO2, sans sulfite ajouté. Cool, merci. Voilà. Pauline? Pour ton micro, Pauline. Alors, on m'entend, je pense, ouais. Ouais, tu peux peut-être approcher un peu. Donc,
Pauline, alors moi je représente la cidre Sauvageon. On a une cidrerie en ville à Montréal, donc à Annecy, à la centrale agricole. Et on loue un verger en permaculture, donc c'est le verger du ruban bleu qui se trouve à Mercier, à côté de Châteauguay. Donc c'est un verger expérimental que Jean-François, en fait, le mari de Caroline Tardif, la propriétaire du ruban bleu, a mis en place. Et donc il y a à peu près 150 variétés de pommes, 45 variétés de poires, énormément d'arbres fruitiers. Et donc on travaille avec ce verger. On achète aussi des pommes. Et puis comme Samuel disait, on est plutôt issu du milieu du vin. On a une formation en viticulture, œnologie. On s'est formé en Bourgogne. Et ça semblait assez naturel de faire un cidre au marc de raisin. Donc nous, on a 2 cidres qu'on a fait cette année avec les marcs de raisin. Il y en a un qui est fait avec du Saint-Pépin. Et ça vient du domaine La Branche. Parce que Raphaël, qui est dans la compagnie, en fait, était maître de chai au domaine La Branche. Et puis l'autre cidre, c'est un cidre qui est fait avec le Frontenac, Mar de Frontenac, 2 lieux communs, parce qu'ils ont leur local en dessous d'une autre à la centrale agricole. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est votre première année? Alors nous, c'est notre 2e année. On a fait une première année avec très peu de cidre. Et là, c'est vraiment la 2e année où là, on commence à montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec les fruits du verger. Et puis aussi dans les collaborations. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait avec des mares de raisin, mais on s'est aussi amusé à le faire avec des drèches de bière. Donc on peut parler des hybrides raisins, mais il y a aussi sur la bière. Et voilà, donc c'est notre 2e année. Ouais. Super. Fred? Oui, bonjour, Frédéric, cidrerie Chemin des Sept. Ça fait à peu près 6 années qu'on fait du cidre. Ça doit faire 6 ans. Ça va faire 6 ans la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après, quelque chose comme ça. On n'a jamais fêté un tel anniversaire encore. On devrait peut-être y penser avant qu'on soit trop vieux. Mais non, on fait du cidre sur Mar depuis le premier. Il m'en restait quelques bouteilles à la cave. Ça, c'était en 2018, donc c'est du cidre 2018 avec des mares de raisin de Mathieu 2019, je pense. Donc, c'est en bouteille depuis ce temps-là. Depuis, on a refait une deuxième tentative l'année suivante avec des mares de Mathieu encore, des mares de Véronique et Mike aussi. Deux cuisantes échecs. Donc, ça n'est pas sorti. C'est encore en bouteille, mais ce n'est pas encore sorti. On n'a pas capitulé, donc on a en ce moment pas mal de produits encore en barrique avec du marc de l'automne passé. On a des produits qui sont déjà en bouteille avec des marcs de l'automne passé aussi, donc ça devrait arriver quelque part en 2022 sur le marché. Cool. Donc marc de Pinot, marc de Pinot Gris, marc de Savagnin, marc de Geisenheim, de Riesling. Super. On s'amuse. Vous avez déjà comme pris de l'avance parce que je voulais vous demander un peu comment vous établissiez les collaborations, avec qui, les choix, tu sais, est-ce qu'on travaille avec eux parce qu'ils ont la même philosophie que nous, parce qu'ils sont dans la région, parce qu'ils ont un fruit qui nous intéresse. Et je pense que vous l'avez tous un peu dit, comment vous êtes arrivés à développer ces collaborations, ces partenariats-là. Et j'aurais envie de vous demander, puis je vais poser les questions, puis on échange, puis prenez la balle au bon. Je vais pas nécessairement diriger les questions à un plus qu'à l'autre, mais pourquoi la pomme, pourquoi le raisin, en fait, dans la pomme plutôt que d'autres fruits? Je sais qu'il y en a qui font des cidres avec d'autres fruits. Qu'est-ce que le raisin peut apporter que le cassis apportera pas, que la framboise apportera pas? Ou pourquoi on ferait du cidre avec du raisin? Ben, en fait, c'est que dans le raisin est même pas utilisé comme le fruit, mais plutôt comme le marc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une utilisation pour en faire du vin. Et suivant ce que le vigneron souhaite faire déjà à la base, si on récupère du marc directement pressé, ou que c'était en macération carbonique, ou que ce soit par exemple un cépage rouge qu'on a décidé de faire en presse directe, ou un cépage blanc qu'on a décidé de travailler en macération.
pour en faire un orange, le cidriculteur qui va récupérer en fait ce marc, ça va vraiment l'orienter aussi sur le type de cidre qu'il veut donner. Puis il y a énormément de possibilités parce que c'est du marc de raisin et non pas du raisin. Peut-être que si on utilisait des fruits comme le cassis et qu'on allait le transformer dans autre chose, peut-être qu'il y aurait plus de possibilités. Et puis ça, c'est la question qu'on peut se poser, mais c'est que le raisin est énormément utilisé pour en faire du vin à la base. C'était quoi ta question? Non, mais je disais pourquoi choisir de travailler avec le raisin plutôt qu'avec un autre fruit ou tu sais est-ce que le raisin, tu sais qu'est-ce que le raisin peut apporter au cidre ou Ben, si tu avais été producteur d'autre chose, on aurait peut-être fait autre chose. Mais... Mais et puis après ça, ben du moment où on décide de travailler avec du marc, Pauline, tu en as parlé un peu. Bon, il y a différents types de marcs qui vont exister. Donc, du point de vue du vigneron, ben on peut avoir une presse directe, par exemple, d'un raisin blanc. Donc, on a du raisin frais versus en rouge où c'est post-fermentation. Comment réfléchir? Si vous aviez le choix, est-ce qu'il y a des cépages avec lesquels vous préférez travailler ou des types de marcs? Donc, est-ce qu'on préfère travailler avec un marc qui a déjà donné plus, qui est post-fermentation ou avec un marc frais? Comment on choisit un peu le type de marc ou le type de produit que ça peut créer ensuite? On le choisit pas. On le ramasse chez le producteur. Puis si tu l'as trop pressé, ben on va faire... Ça va dicter aussi un peu qu'est-ce qui va se passer, je pense. Ouais. Parce que s'il a été, comme tu disais, un blanc, donc un blanc qui est fait en pressurage direct, mais qui a été pressé soft, ben ça va donner quelque chose de différent d'un blanc qui a été pressé, qui est sec, qui va devoir se réhydrater de suite avant de commencer à donner. Fait qu'il y a quand même des... Comme disait Pauline, je pense qu'il y a, selon la matière que tu décides de transformer, tu as plein de possibilités. Puis par contre, il y a... Ce que tu disais aussi, il y a aussi un autre élément. Est-ce qu'il y a des rafles? Est-ce qu'il n'y a pas de rafle? La rafle aussi va apporter une sensation, soit végétale, peut faire descendre ton acidité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer avec cet autre élément-là aussi qui fait partie de l'équation. Et les techniques de vinification aussi qui ont été faites sur les rouges, comme la macération carbonique, c'est un bon exemple parce qu'on a tous un peu ces marqueurs-là en tête. Donc, ça, on va le retrouver souvent dans le cidre après. Ça peut être intéressant aussi, je pense. Moi, j'aimerais vous entendre parler aussi du côté tanin, peut-être, des raisins. Donc, dans la pomme, il y en a des tanins. Il y en a dans les pépins, il y en a dans la peau de la pomme. Donc, par des techniques de macération, tout ça, on peut aller en chercher. Mais il y en a aussi beaucoup dans le raisin. Donc, est-ce que le raisin... Comment vous gérez ça? Comment vous voyez ça? Est-ce que le raisin peut être la source de tanin qu'on peut apporter justement dans certaines variétés de pommes où c'est moins présent? Ou... Ben, c'est sûr que travailler avec de la Macintosh, amener un peu de pinot noir, de marc de pinot noir dedans, ça va amener une belle touche de polyphénol. Travailler avec des pommes sauvages, des pommes à cidre, on est déjà sur une base tannique, ça fait que on va aller chercher des complémentarités dans les tanins et dans les arômes associés à ces polyphénols-là. Je pense que dans le travail qu'on peut apporter aussi, travailler en macération ou travailler en co-fermentation, on va aller chercher des aromatiques qui sont assez différentes, même si la base de marc est la même. Mais encore? Donc qu'est-ce que ça va apporter comme différence? De ce que moi j'ai observé sur notre façon de travailler, en tout cas, les marcs de surmacération d'un site qui avait déjà à peu près 12 mois de barrique, on va aller sur des longues macérations, on va aller chercher des tanins, des tanins forts et assez intenses sur le marc, alors que en co-fermentation, on va rester davantage sur de l'aromatique assez fruité. Le travail de co-fermentation va comme réduire la dureté du tanin issu du marc de pinot ou d'autres choses. C'est pour l'instant les opérations que je peux faire, mais ça va dépendre de la matière qu'on récupère. Elle est d'abord celle que le vigneron nous laisse. D'abord, lui va chercher ce qu'il a envie d'aller chercher. Donc,
on peut, en fonction de ses volumes de production, il peut être généreux avec nous et puis presser très légèrement son marc. On va être capable d'aller chercher un peu de jus, d'aller chercher beaucoup de fruité et de fraîcheur. Mais bon, généralement, les vignobles sont quand même assez jeunes. Ils sont plus à vouloir faire le volume qu'ils sont capables de faire et garder la matière noble pour eux. Donc, mais bon, après, faut les inviter au restaurant, et puis ils finissent par vous donner un peu de jus avec le marc. Mais ils nous laissent aussi beaucoup de pépins. On parle souvent de la peau, des tanins présents dans la peau, mais le pépin de raisin, si vous oubliez un peu trop votre macération, vous allez aller chercher des grosses notes très poivrées, c'est piquant, puis ils ont vraiment des tanins et une âcreté très forte. Donc je pense que c'est cette combinaison entre pommes, peau et puis pépins qui vont donner les aromatiques qu'on va chercher dans nos différents cidres, en tout cas. Mais, puis ça dépend aussi la quantité de raisin qu'on veut mettre, puis le temps de macération ou d'infusion. On peut vraiment extraire aussi beaucoup de choses sur du marc, suivant que ce soit sur du Frontenac, qui peut être un petit peu teinturier, qui peut avoir une peau des anthocyanes assez présente, ou que du Pinot, qui peut être peut-être un peu plus léger. Mais on peut vraiment extraire énormément de choses sur le marc qui nous est donné en faisant des remontages, en faisant des pigeages. Ça dépend vraiment ce que le cidriculteur a envie de faire. Est-ce qu'il veut orienter ça plus sur quelque chose de vineux, où il veut garder le côté cidre, donc que la pomme reste présente. Puis ça dépend vraiment de ce qu'il souhaite faire. Donc, il y a beaucoup de choix qu'on fait en tant que cidriculteur à partir de la matière première. Beaucoup de techniques aussi. Je t'entends parler de techniques qui sont peut-être plus communes dans le monde du vin que dans le monde du cidre. Donc, quand on se met à parler de pigeage, de remontage, généralement, on pige pas du cidre. Donc, ça amène les cidriculteurs à expérimenter aussi des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Ça peut durer combien de temps des macérations de marc sur le cidre, selon vos expériences? On parlait tantôt si on étirait, qu'est-ce que ça donne? On parle de combien de temps? C'est des macérations sur les différentes macérations? Dans notre cas, nous, on veut garder l'aspect cidre et donc que la pomme reste quand même présente. Donc on est sur des macérations qui vont être macérations où on va faire un pigeage quand même, des macérations de 2-3 jours max. Et aussi, si la rafle du raisin est présente ou non, ça va changer quelque chose, surtout si c'est une rafle qui est encore verte. Le côté végétal, c'est aussi ça dont il faut faire attention, mais pour nous, c'est 2-3 jours. Moi, je revenais sur ta première question. Ça me prend un petit délai avant de la réfléchir. C'est merveilleux. Ta première question qui était au sujet des fruits. Pourquoi? Qu'est-ce qu'apporte le raisin versus les autres fruits? Moi, s'il y a un chemin que je trouve vraiment agréable du raisin, c'est que ça nous permet d'aller dans la sécheresse, en fait. Si on veut avoir un caractère qui est intéressant avec d'autres fruits, bien, je peux pas parler de tous les fruits, mais la majorité des fruits, on a besoin d'un sucre résiduel pour y apporter de la texture puis apporter un beau mouthfeel. Puis bien, avec le raisin, clairement, ça devient super intéressant de pouvoir le travailler en sec à cause des tanins, à cause de la rondeur en bouche que ça vient positionner. Puis à la deuxième question, la dernière question qui était au niveau de la durée des macérations, ben dans notre cas, si je me trompe pas, parce que c'est pas moi qui l'ai fait directement, je vous le dis très honnêtement. Donc, ce que j'en comprends, c'est que c'est entre 2 et 6 semaines. Ouais. Puis on goûte. Est-ce que ça fait, il y en a parmi vous qui avez fait quelques cuvées en macération, d'autres pour qui c'est des premières. Est-ce que vous avez dans votre tête des fits naturels entre certains cépages, certaines variétés de pommes? Est-ce qu'on n'est pas encore rendu là? Est-ce que vous avez des intuitions de moi j'aimerais essayer tel cépage ou avec telle variété de pommes? On parle toujours de cépages. C'est cidre sur marc de Pinot Noir, cidre sur marc de Frontenac, mais ce serait peut-être intéressant de cidre de Spartan Cortland sur marc de Pinot Noir versus. Donc, est-ce qu'il y a déjà des
des idées, des intuitions ou des choses des bons succès que vous avez eus avec certains matchs au niveau des variétés de pommes puis des cépages? Je vais peut-être parler de ce qu'on a commencé à explorer parce qu'on est encore très loin d'être les pros dans tout ça. Mais chez Milton, on a la chance d'avoir un portfolio de variétés qui est quand même assez large. Fait que on a des trucs qui étaient hypertaniques, qui plus aromatiques. Fait que le plaisir, dans le fond, est encore, dans notre cas, à explorer tout ça. À voir autant tu sais, à quel point on peut mettre du Gewürz avec de la Cortland qui est beaucoup plus neutre, qui est beaucoup plus... puis les projets, en fait, de notre côté, sont encore en cours, mais je pense que on va voir au fil des prochaines années des belles choses se profiler avec les pommes et les raisins. Mais mettons, toi, tu arrives chez Fleury. Ouais. Qu'est-ce que tu as le goût d'expérimenter comme assemblage pommes et raisins? Qu'est-ce que j'ai le goût d'expérimenter? Ben, j'aurais pas même le choix, comme on disait tantôt, parce que j'ai comme la cour est pleine de certains cépages déjà. Fait que on va commencer par ça. Mais moi, je trouve super intéressant. Puis il y a un parallèle à faire, je pense, avec toute cette espèce de bombe là, des dernières années sur les vins de macération en blanc. Puis ça, je pense qu'il y a quelque chose... tu sais, l'Alsace est en train d'être sauvée par la macération, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup de cépages aromatiques. Puis ça, c'est quand même intéressant, je trouve, les cépages muscatés, les cépages qui ont un aromatique très fort. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte la tannicité, ça structure ces choses-là, puis c'est relativement facile de compréhension pour le client aussi. Parce que quand, bon, tu sais, là, je vous ferai goûter tantôt, tout le monde, mais tu sais, j'ai un cidre en macération avec du Blau Fränkisch. Ben, le Blau Fränkisch, là, je pense que tout le monde ici a aucune idée qu'est-ce que ça a l'air puis qu'est-ce que ça mange avant de se coucher le soir. Fait que, tandis que le Muscat, c'est comme, c'est clair. C'est comme, bam, tout le monde l'a dans la tête, tout le monde le sait, il y a cet appel-là, donc voilà. Voilà, puis... mais je sais pas encore ce que j'ai le goût d'expérimenter. J'ai bien des idées, là, mais voilà. Si tu t'approvisionnes en marge chez Joy Hill, tu as quand même un beau terrain de jeu en termes de variété de cépages. Absolument. Puis, tu sais, une des choses, moi j'ai travaillé avec beaucoup de vignerons dans le passé qui travaillent l'amphore. J'ai la chance aussi d'avoir beaucoup d'amphores. Des macérations très, très, très longues. Ça peut être super intéressant aussi. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus, dépendamment de la qualité des morts aussi que tu reçois, évidemment. Mais je pense que ça peut être super intéressant de faire des macérations prolongées de 8-9 mois sur mort en amphore. Voilà. Peut-être. Cool. Peut-être. On s'en reparlera. Vous viendrez goûter. Tu as des idées, Fred? Ben, ça va dépendre de la récolte. La récolte de pommes commence, les pommes d'été commencent au mois d'août, puis la récolte que chez nous, elle termine fin octobre. Parfois, cette année, nos Golden Recettes, on les a ramassés au mois de novembre. Ça va dépendre de quand les vignerons ont du marc disponible aussi. On n'en a pas sur notre terrain, donc on dépend de ça. Il y a des années, la vendange est hâtive, d'autres années, elle est beaucoup plus tardive. Donc, si on veut faire une co-fermentation avec une pomme plutôt hâtive, et puis que la saison le raisin est plutôt tardif cette saison-là, ben, le match ne va pas forcément fonctionner, à moins qu'on ait du jus et des pommes stockées un peu en frigidaire. Il y a toute cette dimension-là aussi à prendre en compte, parce que nous, c'est aussi combien de temps et d'énergie on a à mettre sur ces projets-là. C'est comme sur la cidrerie, on a nos premières mains qui sont venues compléter celles d'Étienne et les miennes depuis septembre passé. Fait qu'à un moment donné, on a toute notre récolte de pommes à assurer à la main. Parfois se rajouter du marc de raisin, puis souvent l'appel se fait la veille ou l'avant-veille. Au fait, je vais presser après-demain. Est-ce que tu es disponible pour venir? Puis ben mince, parce que vraiment pas, c'est pas possible. Donc on passe tout droit. Donc faut prendre tout ça. Il y a tout ça qui rentre en jeu, mais je pense que c'est le travail de goûter le vin, savoir qu'est-ce qu'un cépage donne. Ça donne une belle idée aussi de avec quoi on peut le mettre dans nos pommes.
Après quelques années, on sait en monovariétal qu'est-ce que chacune des pommes est capable de donner. Puis après, c'est trouver le match. Puis c'est beaucoup de l'intuition. C'est très, très dur à expliquer. C'est beaucoup de l'intuition qui mène à faire ces mix-là. Puis la disponibilité et des jus et des marcs. Selon moi, le cidre sur marc peut être quand même une très belle avenue pour pour convaincre l'amateur de vin de s'intéresser au cidre. Évidemment, quand on goûte un cidre sur marc, puis qu'on est un amateur de vin, puis qu'on n'a jamais vraiment embarqué dans la vague du cidre et tout. Je pense qu'il y a comme une facilité d'approche. On est dans quelque chose d'un peu hybride. J'aurais le goût de vous demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas un danger avec le cidre sur marc est-ce qu'on est en train d'essayer de masquer la pomme puis de la faire goûter le vin au détriment de la qualité et de la pureté du cidre? T'en as parlé, Marc-Antoine, tantôt, que c'était une de tes craintes. Comment est-ce qu'il y a un risque de dénaturaliser le cidre, si on veut, et de complètement le changer à un point où on est rendu dans une espèce de breuvage mix hybride vin qui goûte plus rien, finalement, là? Celle-là, je suis plus à l'aise. Les frontières entre les breuvages, Mathieu, au point que tu positionnes, sont déjà transgressées, ça fait longtemps, avec plein d'autres breuvages. Si on parle, nous, ça fait longtemps qu'il y a des producteurs de bière qui nous demandent notre marc de pomme. Ça fait longtemps qu'on utilise le houblon dans nos cidres. Fait que, tu sais, le cross qui se fait avec la bière existe depuis longtemps. Puis moi, en tout cas, personnellement, aujourd'hui, je le vois d'une façon beaucoup moins puriste. Puis je suis en mesure de me positionner comme de quoi, je pense que c'est juste bon d'avoir ces fameux hybrides-là de breuvage entre le vin, la bière, le cidre, etc. aussi. Ok. La question que tu poses sur le raisin, elle pourrait être, ou sur le marc de raisin, elle pourrait être aussi avec les autres fruits ou avec les drèches de bière, en fait. Donc, elle est où la limite? Puis ça, c'est à nous de... peut-être que faire un cidre un peu hybride avec un peu plus d'alcool, plus de matière, c'est plus vendeur. Ça peut justifier un prix, parce que c'est vrai que si on veut aller là, il y a certains consommateurs qui sont pas prêts à mettre $20 et plus sur du cidre 100% pomme. Donc peut-être que ça peut aider en fait à des clients à vouloir acheter des cidres comme je disais, à $20 et plus. Mais encore une fois, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on veut aller. Puis je pense qu'il faut garder en tête qu'on fait du cidre et que c'est l'idée d'un cidre aromatisé et non pas un 50% marc de raisin et 50% pomme. Mais ça pourrait se poser aussi avec tous les autres fruits, parce qu'il y a beaucoup de cidriculteurs qui travaillent avec énormément de fruits. C'est trouver la limite sur les infusions, les quantités, les macérations, je pense. Super. Est-ce que, selon vous, le cidre sur marc, c'est... Il y a aussi la loi qui t'en Oui, effectivement. Je ne vais pas vous écœurer, là, mais... quand même la loi qui régit tout ça, qui fait que de toute façon, on pourrait pas le faire. Le cidre, à la base, c'est du jus de pomme. Donc, ça peut être aromatisé, mais ça reste du jus de pomme. C'est que le règlement nous oblige 80% de pommes avant tout. Fait que on y va à 20%, mais à certains moments, il y a des raisins qui, à 20%, ils marquent énormément, là, mais c'est la base. Effectivement, un 20% de Frontenac, c'est pas la même chose qu'un 20% de Pinot Gris, par exemple. Mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout se faire plaisir, s'amuser à essayer. On peut, que serait la musique si Bob Dylan n'avait pas un jour branché sa guitare sur de l'électrique? Je sais pas, mais en tout cas, c'est en s'amusant à mettre, à mélanger les styles qu'on fait aussi avancer les productions, les produits, les cidres, les vins, on demande le cidre est vraiment à la frontière entre plusieurs alcools. On demande moins pourquoi un brasseur rajoute des Fruit Loops dans sa bière que pourquoi un producteur de cidre rajoute des raisins ou autre chose dans son cidre. Les modèles sont éclatés. Je pense que le modèle brassicole européen est peut-être sauvé grâce à l'Amérique du Nord qui
qui elle, n'a pas un historique, n'a pas une tradition brassicole et a pris toutes les traditions pour en faire, pour s'amuser, puis tout mélanger, tout brasser. Et puis on sait ce que c'est qu'aujourd'hui, où ça a amené. Il y a pas une place sur la planète où on sert pas une IPA, puis pourtant c'est même en Allemagne. Et donc, est-ce que le cidre sur Mars, c'est une étape, une mode dans quelque chose, ou dans l'évolution du cidre vers autre chose, ou est-ce que, selon vous, c'est là pour rester? Puis j'oserais dire, est-ce que même, tu sais, j'ai l'impression, vous connaissez probablement plus le monde du cidre, surtout toi, Marc-Antoine, à l'international que moi. Mais est-ce que c'est même, j'irais jusqu'à dire une particularité québécoise, ou est-ce qu'on est dans un terreau qui est particulièrement fertile pour le cidre sur Mars? Donc, est-ce que c'est une mode, ou est-ce qu'on est en train d'établir peut-être un bout d'identité cidricole du Québec avec ça? C'est à moi, celle-là, oui. Facile. En fait, j'ai pas eu la chance de voyager dans les 2 dernières années pour les mêmes raisons que vous. Puis, fait que je suis un petit peu moins connecté sur les 2 dernières années, mais sinon, j'ai jamais vu autant de densité de cidre sur Mars qu'au Québec. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est là pour durer? J'ai malheureusement pas de boule de cristal, Mathieu. Mais moi, je vois que c'est quand même un trend fort. Puis ça nous permet d'apporter une espèce de colonne vertébrale, des fois, à un cidre. Puis que je pense que les consommateurs apprécient énormément. Fait que j'ose espérer que ça va être là pour rester. Moi, je pense qu'on a la particularité du Québec, c'est que on est sur des zones de production mixtes, c'est-à-dire que les vignerons et les producteurs de pommes de cidre se côtoient au quotidien. On peut avoir un voisin qui fait de la pomme et puis l'autre qui fait de l'asperge. Fait que l'année prochaine, il y aura des cidres à l'asperge, vraisemblablement, prochain panel. Mais les régions de production de pommes à cidre sont très, très géographiques en Europe, de même que le vin. Et puis souvent, en Bourgogne, je connais pas beaucoup de producteurs de cidre en Bourgogne, en tout cas. Il y a des régions mixtes, des interrégions où les deux se côtoient. Mais je pense qu'il faudrait regarder aux États-Unis ce qui se passe en Oregon, peut-être, voire au BC ou Finger Lakes, peut-être. C'est des régions de production mixte. Et puis, en effet, dans les Finger Lakes, on en trouve des sites sur Mars avec des Moi, j'ai raisins peur et parce autres. qu'il commence à se planter des vignobles en Bretagne. J'ai peur que tu quittes et tu retournes en Bretagne. Sam? Oui, ben, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même aussi un... Là, on parle de la mode du cidre sur Mars, mais on s'entend qu'il y a eu la mode du vin québécois. Là, je veux dire, il y a 15 ans, le vin québécois, personne ne voulait en boire. Puis moi, je le sais, j'étais sommelier au Toki, puis je me battais pour faire boire des vins de Michael Mahler. Maintenant, tu vas en trouver une bouteille de pervenche. Si ça fait plus que 2 mois que c'est sur le marché, attelle-toi. Puis... Fait qu'il y a quand même ça aussi. Fait je pense que le cidre s'accroche aussi à cet engouement-là qu'il y a eu pour le vin québécois qui est super important puis les vins ont jamais été aussi bons aussi. Fait qu'il y a... Voilà, je pense qu'il y a cette histoire-là, en fait, à travers le cidre sur Mars aussi. T'as raison, puis je trouve ça particulièrement chouette venant de ta part. Moi, on m'a déjà dit, Sam, il a déjà dit que le Québec, c'est vraiment une place de pommes, c'est pas une place de raisin. Il devrait pas se faire du vin au Québec. Donc, tu vas être obligé... Ça, c'est mal cité. Je sais pas c'est qui, mais c'est sûr que c'est pas écrit nulle part. Mais tu vas être obligé de dealer avec du raisin québécois pour faire du cidre sur Mars. Je trouve ça merveilleux. Sur ça, ben, j'avais peut-être envie, on approche de la fin, puis à un moment donné, le Darling se remplit, fait qu'il va falloir arriver à la fin. Si jamais il y a 1 ou 2 questions des gens du public, si jamais il y a des cidriculteurs qui font du cidre sur Mars, qui ont envie d'intervenir ou qui ont envie de rebondir sur des choses qui ont été dites, ou des médias qui ont envie de poser des questions, on a peut-être le temps pour prendre 1 ou 2 petites questions, puis au pire, je pourrais les répéter au micro pour que tout le monde entende. Mais je fais mieux que ça. J'ai même envoyé du marc de nos pommes sauvages à Fred chez Chemin des Sept pour faire une macération. Mais bon, l'inverse, écoute, le défi est lancé. Ouais. Ouais, la question était, en fait,
si la piquette devient légale, donc certains d'entre vous seront familiers avec la piquette qui est on prend le marc de raisin, on rajoute de l'eau et on laisse macérer, on laisse fermenter donc pour arriver avec une boisson qui est à faible taux d'alcool. Donc si ça devient légal, est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre l'accès à la ressource? Moi, j'aurais le goût de dire que c'est maintenant légal, donc on est déjà rendu là. Est-ce que vous craignez de perdre accès à... Bon, il faut savoir que la compétition est forte. Hein. Il y a des vignerons qui envoient du marc chez des brasseurs. Il y a des Rocher-D qui fait des hydromels avec des macérations. Il y a des distilleries qui distillent le marc de raisin québécois. Donc, il y a effectivement beaucoup de compétition. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu pour avoir accès au marc? Va falloir se battre. Mais on est prêt. Mais sérieusement, moi, j'ai jasé avec beaucoup de vignerons québécois, dont des très gros vignerons, puis ils en jettent énormément du marc, là. Je pense que c'est une ressource qui est très, très peu exploitée présentement. Le gros défi, c'est le timing. La fenêtre est super courte pour le transformer. Fait que là, il va falloir aussi que les technologies se mettent en place pour être en mesure de le capter au bon timing, là. Effectivement, le raisin est à la différence de la pomme où on peut quand même presser à différents moments de l'année, puis entreposer des pommes, c'est un fruit qui est plus résistant. Le raisin, c'est comme quand c'est là, c'est là. Donc, il y en a à l'épicerie toute l'année. Voilà. Marie, est-ce qu'on n'est pas pire dans le temps? Oui, hein? Fait que je pense qu'on va wrap. Ah, il y avait une autre question? Qu'est-ce qui a fait que c'était un échec? Moi, je mets ça vraiment 100% sur la provenance du marc. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais que la première année, il m'a appelé. J'étais là à 6 heures le matin et puis à 10 heures, il était dans le cidre. L'année suivante, je pense que on parlait de timing et Mathieu m'a appelé, il dit ça sort à 4 heures. Je pense qu'à 4 heures, j'avais ma fille au service de garde et puis fait que j'étais allé le lendemain, c'était pas possible non plus. Ça a dû attendre une journée de trop. Et je pense que le timing était là. La fenêtre est très très courte. Une fois qu'il est pressé, que ça a été décuvé, c'était du pinot. C'était dans des. Ça avait beau être à peu près scellé. On a un bel ennemi, pas l'automne, ça s'appelle la mouche à fruits. Cette année-là, c'était sorti de bonne heure. Il a fait chaud, il y avait de la mouche à fruits partout. Je mets plus ça sur le timing qu'autre chose. Fait que Fred, on en retient 3 choses. Mais c'est de la faute à ma fille. La faute à ta fille, la faute aux mouches, puis la faute aux vignerons, c'est ça? Ben, c'est du peu d'expérience que j'ai avec ça, oui, mais je pense que la fenêtre est très, très courte. Super. Marie, je te repasse le micro. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous 4.